Bonjour et bienvenue pour cette 222e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission très en retard. Je n'ai pas tenu mes promesses et mes engagements, je m'en excuse. J'ai annoncé 3 émissions par mois, il y en a eu 3 en janvier, 3 en février, une en mars. En mars, vous avez quand même eu 2 émissions sur Marc Millar, donc ça compense. Non, je suis juste très en retard sur toutes mes lectures. Voilà, je manque de temps pour beaucoup de choses et je ne veux pas que cela nuise à ma famille. Et donc du coup, eh bien, c'est les émissions qui passent à la trappe et c'est surtout les lectures parce que je n'ai pas le temps de me poser pour lire une BD. Et ça, c'est un peu frustrant et compliqué. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, il y a quand même des contenus sur la chaîne. J'essaye de l'animer. Voilà. Donc, on va essayer de parler de... j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai assez de contenu pour faire 2 émissions. Donc, voici la première. Et la deuxième arrivera vite parce que j'ai les bouquins, j'ai juste à les lire. Donc, ça va aller vite. Alors, on commence aujourd'hui. Alors, je voulais déjà vous montrer ce que vous avez peut-être raté. C'était le bon plan du mois et je sais que vous avez été très nombreux. C'est le Harley Quinn tome 1 chez Urban à 1€. Il y a eu les 48 heures de la bande dessinée il n'y a pas longtemps et c'était la semaine dernière. Et les éditeurs se sont unis pour cette opération. Je crois qu'il y a eu 230 000 bandes dessinées offertes, enfin pas offertes, vendues à 1€ chez vos libraires. Évidemment, c'est une opération séduction pour que vous puissiez pousser la porte de vos libraires et donc acheter d'autres choses et pas que des BD à 1€ et découvrir des séries parce que si vous aimez le Harley Quinn tome 1 que j'ai dans les mains, eh bien peut-être que vous achèterez le tome 2, etc. Donc voilà, c'est une opération découverte, une opération séduction et donc du coup moi j'avais pas du tout acheté Harley Quinn. Alors on commence par un comics que j'ai pas lu, hein, comme ça c'est bien, mais je voulais vous présenter l'offre en fait. Celui-là je le lirai plus tard, ça fera partie. Le reste je l'ai lu, hein. Le reste qui arrive je l'ai lu, ne vous en faites pas. Harley Quinn tome 1. Alors du coup c'est pas la version dure qui est sortie en album il y a quelques mois. On est sur une version souple, une édition spéciale 48 heures de la BD avec les partenaires, avec le logo à l'arrière. Et ça coûte qu'1€. Et ça c'est assez fou de se dire waouh, une BD à 1€. Alors il y avait un autre titre à 1€. Enfin en fait il y avait je sais plus combien, il y avait une dizaine de titres à 1€. J'ai pris aussi, par exemple, chez Jungle, j'ai pris les parodies de Star Wars qui s'appellent La guerre du retour contre-attaque, avec quelques bons gags. Voilà. J'ai dépensé 2€. Voilà, 1 et 2€. Ça je l'ai lu par contre, parce que ça se lit vite, ça se lit aux toilettes. Harley Quinn, tome 1 disponible. Donc alors c'est la série de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. Vous savez que c'est exactement la même équipe qui va être aux commandes de cette série pour le relaunch du mois de juin qui arrive chez DC Comics. Donc ils sont reconduits, donc ce n'est pas un reboot, c'est un relaunch, vous le savez. Sachez également qu'il y a eu 17 000 exemplaires, vous êtes 17 000 à avoir ça dans les mains. Donc voilà, le pari d'Urban c'est quoi? C'est de se dire que sur les 17 000, il y en a bien 100, 200, 300, 400, 500, peut-être 1000, soyons fous, qui se diront tiens c'est sympa. Alors pourquoi avoir mis en scène Harley Quinn? Parce que ça va être le personnage quasiment principal avec le Joker du film Suicide Squad qui sort au mois d'août, qui est le 2e gros film de DC Warner cette année au cinéma. Donc voilà, donc écoutez, dès que j'aurai le temps, certainement cet été, parce que j'aurai pas le temps avant, je me lirai ça tranquillement, ça me permettra de découvrir moi aussi Harley Quinn qui est un personnage que je connais mal. Sachez que c'est hyper bien dessiné. Alors que maintenant si vous le voulez, c'est plus en souple, c'est en dur et ça coûte 17€, hein. C'est plus 1€, fallait sauter sur l'occasion. Je sais que vous avez été très nombreux à sauter sur l'occasion. J'en ai parlé sur Comics Place, donc suivez Comics Place parce qu'il y a souvent des bons plans, des glitches. Il y en a notamment eu un il n'y a pas longtemps sur le Daredevil de Brubaker tome 1 en deluxe à 18€ au lieu de 28, et vous avez été des dizaines et des dizaines à le précommander à ce prix-là et à l'avoir reçu. Ça marche, les glitches et les opérations, ça marche. Quand le bouquin sort, eh bien Amazon tient ses promesses. Voilà. Alors, Harley Quinn va vraiment être au cœur de l'univers d'ici, parce que c'est notamment, alors la série Suicide Squad va être relancée au mois de juillet je crois, et c'est Jim Lee qui va la dessiner, donc DC va vraiment pousser Harley Quinn et Suicide Squad. La série Harley Quinn, je vous l'ai dit, c'est les mêmes auteurs, et en fait la série
si vous voulez, Suicide Squad, elle a déjà commencé puisqu'il y a un one-shot qui vient de paraître, et je parle pas beaucoup de VO dans ces émissions, mais ça je voulais vous en parler, puisque Jim Lee a déjà dessiné un one-shot qui s'appelle Harley Quinn and the Suicide Squad April Fool Special. C'est un vrai one-shot et c'est un vrai épisode dessiné par Jim Lee. On a plus de 20 pages de Jim Lee, donc c'est assez rare pour être souligné et c'est super chouette comme dessin. Graphiquement c'est très très bien et ça laisse présager la série Suicide Squad dans quelques mois qui sera vraiment fabuleuse. Ça c'est disponible sur originalcomics.fr, vous le savez, c'est mon site de vente en VO. Ça marche très très bien, on en a pris, on a doublé la commande pas plus tard qu'hier pour que tout le monde en ait, voilà. Donc faites-vous plaisir parce qu'en fait c'est un peu le numéro 0 de Suicide Squad, puisqu'à la fin ils annoncent, je vais pas vous montrer, je vais pas vous spoiler la fin, la dernière, mais je vais juste vous montrer ça. À suivre dans Suicide Squad numéro 1. Donc en fait c'est le 0. Donc en fait le DC Rebirth a déjà commencé, voilà. Donc faites-vous plaisir, on en a pris plein, parce que c'est du Jim Lee et que c'est du Harley Quinn, donc c'est quand même une recette qui marche. Voilà. Alors, maintenant on va passer... Oula. On va passer aux lectures. Je voulais vous parler depuis très longtemps de cette magnifique édition et merci Urban, merci Urban de nous proposer Batman Black and White volume 1. Alors Batman Black and White c'est quoi? Le concept est très simple, ça existe depuis 20 ans ce concept. Il y a eu 4, on va dire, saisons à 4 époques différentes avec des auteurs différents. DC demande à des auteurs, scénaristes et dessinateurs de réfléchir à une histoire en noir et blanc sur Batman, souvent une histoire courte, 3, 4, 5 pages maximum, et de donner leur version définitive, si vous voulez, du Chevalier Noir en noir et blanc. Il n'y a aucune version couleur qui existe de cet album, on est bien d'accord. On est sur du noir et blanc. Et donc, il y a eu des espèces de mini-séries en 4 parties, avec donc 4 épisodes, avec dans chaque épisode 3 ou 4 dessinateurs et scénaristes qui bossaient sur une histoire. Il y en a eu dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000, il y en a maintenant, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Et Urban, plutôt que les sortir de façon épisodique, a décidé de les mettre en album. Alors là, typiquement, dans cet énorme album en noir et blanc, grand format, couverture de Mike Mignola, magnifique, nous avons les 2 premières intégrales, et il y en aura une deuxième qui arrive dans les prochains jours. Alors, il y a à boire et à manger, hein, bien entendu, il y a à boire et à manger parce que tout n'est pas fabuleux. C'est comme, vous savez, c'est comme lire des nouvelles quand on lit des romans. Lire un roman, bon bah il est bien ou il est pas bien. Lire des nouvelles, dans un recueil de nouvelles, vous allez en lire 10, et ben il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront un peu moins bien. Mais la plupart sont absolument excellentes. Donc voilà, et c'est surtout la vision de chaque auteur et de tous les continents, puisqu'il y a des auteurs japonais, il y a des auteurs un peu partout. Je vais vous citer quelques noms et je vais vous montrer quelques images après. Katsuhiro Otomo, Paul Pope, Jean-Paul Léon, Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, Archie Goodwin, Mike Mignola, on en a parlé, Eduardo Risso, John Byrne, Bruce Timm, Tim Sale, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est un peu les usual suspects. Teddy Christiansen, Jim Lee bien entendu, Steve Rude, Mark Buckingham, Marie Séverin, Simon Bisley, Kevin Nolan, Alex Ross, Neil Gaiman, voilà. Voilà tous les grands noms qui sont là-dedans. Alors je peux vous montrer, on va prendre au hasard ces pages-là, ça c'est qui Alors il y a une histoire de Jim Lee que je ne connaissais pas, qui est voilà, là on est sur Liberator, Tadino Liberator, il y a des dessinateurs italiens. Voilà, il y a énormément. Je vous ai pas cité tous les noms là tout à l'heure. Bon, ça va être très dur de le trouver parce que j'ai pas marqué mes pages. Voilà, il y a une histoire de Tim Sale. Tim Sale, vous savez, qui a fait le Batman Long Halloween. Alors en plus c'est bien lui parce que il a fait une histoire en noir et blanc et il est colorblind, hein, il est daltonien, voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire telle qu'il l'a pensée sans qu'un dessin. Voilà, ça il y a une histoire de Jim Lee complètement inédite en VF. Je pense, parce que je crois pas l'avoir vu. Et du Batman par Jim Lee, c'est toujours un petit peu savoureux et somptueux. Donc voilà, alors c'est dans un style vraiment différent, mais comme on le sait, c'est un peu le style qu'il avait sur Deathblow. Mais ça date, hein, ça c'était avant qu'il travaille chez DC, si vous voulez. Il avait été débauché. John Byrne, par exemple, hop, je vous montre du John Byrne. John Byrne, dans une histoire plutôt pas mal. Du Paul Pope, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Je sais qu'il y a à la fin, elle est à la fin l'illustration, je vais essayer de la trouver.
voilà, typiquement, voilà, ça c'est Jim Lee. Ah, bien avant Batman Silence, il avait déjà dessiné une couverture, vous voyez. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, hein, on est d'accord. Je voulais vous montrer, voilà. Et je vous montre cette couverture absolument magnifique de Marc Silvestri, qui date de, est-ce qu'il y a l'année? Il n'y a pas l'année. Ça doit dater d'il y a une quinzaine d'années, donc c'est assez fabuleux de voir que Silvestri avait déjà ce niveau de dessin. Parce que, sachez-le, Marc Silvestri est en train de travailler sur une mini-série Batman qui n'a toujours pas été annoncée, mais qui ne devrait pas tarder. Et donc on attend ce titre qui va être absolument magnifique, parce que voilà, c'est le Silvestri qui prend son temps sur une série complète, ça fera date, ça deviendra un classique comme Batman Silence. Batman Black and White, il y aura 2 tomes en VO. Voici le en VF, pardon. Voici le premier tome. Pour moi, c'est à posséder. Il y a du Katsuhiro Otomo, du Liberator, qui a des grands noms, plein de grands noms. Je vais voir s'il n'y a pas de noms que j'aurais pu oublier, parce que là, je vous ai cité les noms qui apparaissaient, qui étaient mis en avant. Mais il y a on l'a dit, Otomo, non ben voilà, hein, Dennis O'Neill, Christiansen, Matt Wagner, très bon, Klaus Johnson, voilà, c'est vraiment la Dream Team, c'est un super projet. Je sais que dans les albums récents, il y a du Sean Murphy, etc. Donc le tome 2 sera tout aussi bon. Voilà, c'est du très bon Batman selon moi. Alors on change d'éditeur et on passe chez Delcourt avec une sortie d'un classique de Mike Zeck et Steven Grant au scénario. Ça s'appelle, c'est réédité aux États-Unis chez Boom Studio et c'est chez Delcourt en France. Ça s'appelle Damned, on pourrait dire, fait par Mike Zeck. Alors cette série, j'arrive pas à la dater parce que il y a la date de la réédition, mais il n'y a pas la date de, enfin il faut que je regarde sur internet tout simplement. Voilà. Et c'est une série que j'ai toujours refusé de lire. Je m'y suis jamais intéressé en fait à cette série. Et pourquoi? 2 raisons. La première, c'est ses couvertures. Je vous montre la back cover, peintes façon années 90. Je déteste les comics peints de ces années-là. Ça fait hyper faux, ça fait plastique, j'aime pas du tout. Et ces couvertures ne m'ont jamais attiré. À la fin on a voilà, on a toutes les couvertures, voilà. Vous avez peut-être déjà vu ces dessins-là. Et ben moi ça m'a toujours rebuté, ces couvertures. J'ai toujours trouvé ça bof. Et puis le nom de Mike Zeck. Mike Zeck, c'est pour moi un dessinateur des années 80 qui faisait le Punisher, où il a fait quoi? Il a fait du Captain America, c'est ça je crois, voilà. Et je trouve que pour moi c'était, alors c'est un très grand artiste, hein, je n'insulte pas l'artiste du tout, c'est juste que le sentiment que j'avais quand je voyais ses dessins plus jeunes, c'était de me dire c'était de la BD de papa quoi. Et donc voilà, j'en étais resté là, et je l'ai reçu parce que c'est un service de presse Delcourt, et merci Delcourt de me l'avoir envoyé, puisque sinon je l'aurais pas lu, je pense que je l'aurais même pas acheté. Et du coup maintenant je l'ai lu et je peux vous en parler et vous donner envie de le lire. C'est bien fait quand même, ça sert à ça je crois d'ailleurs. Et je l'ai lu et je l'ai dévoré. Si vous avez ce genre de BD, vous la prenez, vous foutez 5 minutes sur un fauteuil et dites, je vais lire le début pour voir de quoi ça parle, et c'est génial. Alors c'est un polar, c'est l'histoire de Mike Thorne qui sort de prison avec ses cheveux longs et sa gueule de merde des années 90. Et il a un agent de probation qui lui a trouvé un boulot dans un resto pourri, etc. Mais il y a une mission, il a une dette. Et sa dette va le faire replonger dans son ancienne vie. Et il s'était juré de ne pas retourner dans son ancienne vie. Parce que ça veut dire retomber dans la délinquance, dans la violence et fréquenter des gens peu fréquentables. Et ben ça c'est trop bien, c'est trop bien. Steven Grant a fait un super scénario, je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas trop vous en dire. Et le dessin, qui n'a rien à voir avec les dessins des couvertures, ben j'aime beaucoup. Parce que même s'il y a un petit côté vieillot, John Romita Jr. Dans les années 90, c'est absolument efficace, génial, le découpage est génial, le mec il sait tout dessiner, c'est vraiment super. Donc merci Delcourt de le rééditer, merci Delcourt de me l'avoir envoyé, merci Delcourt de me l'avoir fait découvrir, parce que je serais passé à côté de cette BD qui est absolument géniale. C'est un classique et maintenant je sais pourquoi, puisque c'est absolument une fabuleuse lecture. Donc voilà, donc bravo à Delcourt. Voilà, c'est du pur polar comme on l'aime, avec des nanas, avec des guns et de la violence, et il y a une petite ambiance poisseuse qui est plutôt sympa. C'est vraiment savoureux, c'est vraiment super chouette. Damned chez Delcourt, c'est à dévorer les amis. Alors, toujours chez Delcourt,
Je suis absolument ravi de vous présenter Spawn Renaissance tome 1. Alors, Spawn Renaissance tome 1, ce n'est pas un relaunch ou un reboot de Spawn, c'est la suite tout simplement. Alors il y a eu toute une époque, il y a eu 200 épisodes de Spawn, il y a eu des tonnes d'équipes, McFarlane a fait les premiers, puis Capullo il a fait 50 épisodes, il y a eu Angel Medina, Brian Holguin, il y a eu énormément d'artistes qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu 50 numéros faits par McFarlane et Simon Kudanski, un truc comme ça, que j'ai pas du tout aimé, ouais, avec un autre Spawn. Ça c'était édité en France dans la collection Spawn, la saga infernale, et on a refermé la page de ça. Et au 250e épisode, il a dit je vais faire un Spawn Renaissance. Donc il a fait un one shot qui s'appelait Spawn Renaissance, un Rebirth en anglais, mais qui n'a pas du tout un relaunch, c'était juste un one shot, et il a fait appel à une nouvelle équipe de créateurs, Paul Jenkins au scénario et John Bonmeyer au dessin, John Boy pour les intimes. Alors, et donc il y a eu ce Spawn Révélation, Renaissance, pardon, et après il y a eu la série régulière, on est retombé sur le Spawn 251, 252, etc., etc. Donc voilà, alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. John Boy au dessin, ça casse complètement avec ce qui s'est fait, c'est beaucoup plus lumineux ce qu'on a pu voir, c'est beaucoup plus cartoony, ça fait penser un petit peu à du Joey Madureira. John Boy, c'est un dessinateur qui a eu une carrière plutôt chez les indés, qui a jamais percé, si vous voulez, en tant qu'artiste. Voilà, regardez, il fait des couvertures hyper lumineuses, hyper chouettes, c'est du bon Spawn. Et voilà, et il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû. Et Spawn a été un tremplin pour lui, puisque maintenant il va dessiner les Teen Titans chez DC Rebirth. Donc voilà, je suis assez ravi de voir que cet artiste que j'aime beaucoup a trouvé sa voie. Donc voilà, donc le dessin, vous le voyez, il est vraiment cartonné. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette bande dessinée? C'est la BD parfaite. Si vous avez jamais lu de Spawn et que vous voulez pas vous taper 250 épisodes, ben vous prenez ça. Pourquoi? Parce que le premier épisode, qui s'appelle donc Spawn Renaissance, est globalement un monologue, hein, parce que McFarlane il adore les monologues, sur Spawn et tout ce qui s'est passé pendant 250 numéros. Voilà, on a le résumé, sa femme Vanda, voilà, tout le bordel, les méchants, les gentils, etc. Et donc il parle à un chien qui est en fait Dieu, ou celui, ou sa folie, son âme, on ne sait pas, qui va le faire retourner dans tout ça. Donc finalement, vous avez une super clé d'entrée pour entrer dans du Spawn, et ça c'est super chouette. Donc niveau dessin c'est super chouette aussi également, puisque c'est John Boy. Niveau scénario, alors j'ai une petite info à vous donner, c'est crédité, alors en France c'est plutôt honnête, parce que c'est crédité à l'écriture par McFarlane et Paul Jenkins. Vous savez, moi je connais Paul Jenkins parce que on a édité Fairy Quest avec lui, et que c'est devenu vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui je suis en contact très très régulièrement. Eh bien, si vous voulez, Jenkins m'a dit, bon, McFarlane, on lui envoie le scénario, et puis un jour on reçoit le comics, on retrouve son scénario, on trouve les idées, mais il a un petit peu réécrit. Donc en fait c'est hyper réécrit, c'est à dire que Todd McFarlane ne peut pas se débarrasser, si vous voulez, de sa bestiole. Et il a besoin de continuer à l'écrire, et voilà. Donc c'est plutôt rigolo de voir que McFarlane continue à écrire, voilà. Donc ça n'a pas duré très longtemps, parce que je crois que la collaboration s'est pas très bien passée. McFarlane n'aimait pas le rendu graphique de John Boy, Paul Jenkins n'aimait pas qu'on réécrive ses scénarios, et donc ils ont fait 8 numéros ensemble, et donc dans le prochain numéro on aura l'arrivée de Eric Larsen au dessin et au scénario, et McFarlane reviendra à l'ancrage, et donc voilà, ça va donner des épisodes absolument géniaux qui paraissent en ce moment en VO. C'est vraiment du très très grand art. Donc voilà, donc Spawn Renaissance, c'est vraiment très chouette si vous voulez relire du Spawn. Il a une belle épée maintenant. Voilà, et il y a un poster à l'intérieur à offert, j'ai oublié de vous dire. On est déjà à la 18e, j'ai tellement de choses à vous dire. Quand je vous ai dit que j'ai du contenu pour 2 émissions, j'ai du contenu pour 3 émissions. Voilà, il y a un poster avec toutes les versions de Spawn depuis la création, les changements de costumes et tout. Voilà, un poster qui se plie. Faut faire gaffe en le repliant quand on lit la BD. Voilà, faut pas l'abîmer. J'ai pris le coup de main. Voilà, Spawn Renaissance, c'est disponible. Alors, voilà, je vais le mettre là.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que je vais avoir le temps de vous parler de plein de choses? On va aller vite. Je vais vous parler de Dayman, tome 2, qui vient de sortir. Dayman, c'est une série que j'édite chez Glénat Comics dans 2.0. C'est Brian Stelfreeze au dessin. Le pitch, c'est simple. C'est les hommes de main des vampires pendant la journée. Ça s'appelle les Daymen, parce que les vampires ne peuvent pas sortir le jour. Et ben, ils ont des hommes de main, des humains, qui travaillent pour eux. Et puis ben évidemment rien ne va se passer comme prévu. Donc le premier tome était vraiment génial et le deuxième et dernier tome l'est tout autant. C'est magnifique. Brian Stelfreeze qui est le nouveau dessinateur de la série Black Panther aux États-Unis chez Marvel et donc a fait une dizaine d'épisodes et c'est vraiment savoureux et somptueux. C'est une variation hyper intéressante sur les vampires, très différent de Graveyard Shift End, un truc comme ça qui était sorti chez Glénat Comics, très différent également de American Vampire. Non, c'est une très bonne série. Je vous signale aussi, parce que le temps manque, que Letter 44 tome 3 est sorti, de l'excellent Charles Soule, plus joli du Charles Soule, plus j'apprécie. Et je voulais également vous dire que le dessinateur qui s'appelle Albuquerque, qui sera présent à Paris Comics Expo, Alberto J. Albuquerque, a vachement progressé. Je trouvais ça un petit peu confus, un peu brouillon dans les premiers numéros, et je trouve qu'il a vachement progressé, le gars. Voilà, donc ça c'est voilà, Letter 44 est disponible. Je voulais terminer parce qu'il me reste 2 minutes par la réédition chez Original Watts de L'Archer Blanc de Jean-Yves Mitton et de Corteggiani. C'était paru dans le journal de Mickey il y a des années. Ça a été réédité dans une magnifique intégrale il y a quelques années chez Original Watts, il y a quelques mois ou quelques années. Ils ont décidé de le sortir en single, donc c'est des grands singles format A4 en couleur, magnifique. Les couleurs ont été restaurées et c'est les épisodes donc de L'Archer Blanc de Jean-Yves Mitton. Alors si vous avez aimé Epsilon, Chronos, si vous avez aimé Micros bien entendu, on retrouve les thématiques et c'est son super-héros à lui, super-héros français. Ça se passe dans un futur alternatif. C'est une espèce de Robin des Bois slash Œil de Faucon slash Green Arrow. C'est français et c'est hyper chouette. Donc c'est réédité, ça coûte 6,50 € seulement l'épisode. C'est disponible sur originalcomics.fr puisqu'on a décidé de soutenir cette initiative. Il y aura 6 numéros et sachez que à partir du mois de juin, ils vont également éditer dans ce même format Epsilon de Jean-Yves Mitton, et ça va être une tuerie absolue. Donc voilà, donc ça, sautez dessus sur Original Comics, c'est des magnifiques éditions, c'est vraiment un super boulot. Voilà, c'est vraiment, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'était la 100, j'avais encore plein de choses à vous montrer mais j'aurai pas le temps, ce sera pour la prochaine. C'était la 222e émission, mon Dieu. 222e émission, on se retrouve très vite. Je lis plein de choses et on se retrouve très vite, les amis. Salut, ciao.